Bonjour à tous, bienvenue sur les conseils de Papy. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de commenter d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien est précieux. Je n'aurais jamais pensé que la faim me pousserait un jour à frapper à la porte de mon propre fils pour demander de l'aide. Je m'appelle Jacques Moreau, j'ai 76 ans, et cette journée ensoleillée a marqué ma vie d'une façon que je n'oublierai jamais. Cela faisait 2 jours que je n'avais rien mangé, à part un morceau de baguette qu'une dame m'avait donné dans la rue. Mon corps ne supportait plus de pousser ce lourd chariot rempli de cartons dans les rues de Paris. La vie n'avait pas été tendre avec moi ces dernières années. Après avoir perdu mon emploi dans le bâtiment à l'âge de 68 ans, personne ne voulait plus m'embaucher. J'ai tout essayé. Je suis allé partout, mais j'entendais toujours la même chose. « Monsieur, vous êtes trop âgé pour ce type de travail », comme si l'âge effaçait toute mon expérience. Toutes ces années de labeur, tous ces réveils à l'aube, sous le soleil et sous la pluie. Ma retraite était misérable, à peine suffisante pour payer le loyer de ma petite chambre dans le 19e arrondissement. Et quand j'ai dû choisir entre manger ou avoir un toit, j'ai choisi le toit. Au moins, j'avais un endroit où dormir. C'est alors que j'ai commencé à récupérer des matériaux recyclables. Au début, j'avais honte, je ne vais pas mentir. Moi qui avais toujours été un travailleur, qui avait subvenu aux besoins de ma famille avec dignité, je fouillais maintenant dans les poubelles. Mais la faim ne connaît pas l'orgueil. J'ai vite appris que le carton rapportait le plus. Les grandes boîtes des supermarchés Monoprix, des boutiques, tout cela avait de la valeur. J'ai commencé à me lier d'amitié avec les commerçants, et certains mettaient le carton de côté pour moi. C'était peu, mais c'était honnête. Mon fils Joseph connaissait ma situation. Il avait 46 ans, habitait dans un beau quartier de Neuilly-sur-Seine. Il possédait une belle maison avec un portail automatique et 2 voitures dans le garage. Il travaillait comme ingénieur civil chez Bouygues. Il gagnait bien sa vie, très bien même. Nous ne parlions pas beaucoup. La vérité, c'est qu'après le décès de sa mère, il y a 10 ans, nous nous sommes éloignés. Il était en colère contre moi. Il disait que je n'avais pas bien pris soin d'elle, que si j'avais eu l'argent pour un meilleur traitement, elle ne serait pas partie si tôt. Cela m'a profondément blessé, car j'avais fait tout mon possible. J'avais vendu tout ce que j'avais, je m'étais endetté, mais le cancer avait été plus fort. Ce jour-là, j'étais désespéré. J'avais réussi à rassembler seulement 5 € en ramassant du carton toute la semaine. 5 misérables euros. Le propriétaire de la déchetterie était en vacances et l'endroit était fermé. Je n'avais donc pas pu vendre ce que j'avais dans mon chariot. Mon estomac grondait tellement que j'en avais mal. J'ai pensé à manger quelque chose dans les poubelles, mais ma fierté résistait encore. C'est alors que j'ai décidé d'aller chez Joseph. Il était mon fils. Après tout, mon propre sang. Malgré la distance entre nous, je pensais qu'il ne laisserait pas son propre père mourir de faim. J'ai marché près de 2 heures pour arriver dans son quartier. J'ai caché mon chariot derrière un arbre avant d'entrer dans la rue. Je ne voulais pas attirer l'attention. Mes vêtements étaient sales, déchirés, mon visage marqué par le soleil et le temps. Quand je suis arrivé devant le portail de sa maison, je suis resté là, immobile, pendant quelques minutes, rassemblant mon courage. J'ai sonné. Une femme de ménage a répondu par l'interphone. Je lui ai dit que j'étais le père de Joseph et que je devais lui parler. Elle est restée silencieuse un moment et j'ai entendu des voix en arrière-plan. Après quelques minutes, qui m'ont semblé des heures, le portail s'est ouvert. Je suis entré lentement, regardant cette belle maison, le jardin bien entretenu, les voitures rutilantes dans le garage. Un autre monde. Joseph est apparu à la porte de la maison, mais n'est pas descendu les marches pour venir à ma rencontre. Il est resté là-haut, me regardant de haut en bas, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. C'était du mépris pur. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» a-t-il demandé d'une voix froide. « Fils, j'ai besoin d'aide. Je n'ai rien mangé aujourd'hui, ni hier. Je suis juste venu demander un repas, n'importe quoi, ai-je dit, ma voix faible, pleine de honte. Il a ri brièvement, sans humour.
Tu oses te présenter dans cet état à ma maison? Regarde-toi, on dirait un clochard. Je suis ton père, Joseph. Père, il a élevé la voix. Quel père? Le père qui a laissé ma mère mourir. Le père qui maintenant vit en ramassant des déchets dans les rues, en se couvrant de honte. Tu crois que je veux que mes voisins te voient ici? Chaque mot était comme un coup de couteau. J'ai essayé de faire un pas en avant, de monter les marches, mais il a levé la main. Tu ne franchiras pas cette porte, tu m'entends? Tu n'entreras pas dans ma maison. Tu ne passeras pas cette porte, misérable ramasseur de déchets. Sors d'ici avant que j'appelle la police. Va-t'en! Je suis resté là, immobile, les larmes coulant sur mon visage, sans pouvoir les contrôler. Mon propre fils, mon propre sang, me chassait comme un chien errant. Je n'ai plus rien dit. Je me suis simplement retourné et je suis parti, entendant le portail se refermer derrière moi, avec un bruit qui a résonné dans ma poitrine. J'ai marché jusqu'à l'endroit où j'avais laissé mon chariot. Les larmes ne cessaient de couler. Mon cœur était brisé en 1000 morceaux. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne retournerai jamais dans cette maison. Je ne chercherai plus jamais cet homme. Pour moi, je n'avais plus de fils. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de commenter d'où vous regardez. Votre soutien est essentiel pour la chaîne Les Conseils de Papy. Les jours qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Mais quelque chose avait changé en moi. La douleur du rejet de Joseph s'est transformée en une colère froide, en une détermination que je ne savais pas encore exister en moi. J'allais me prouver à moi-même que je valais encore quelque chose, pas pour lui, mais pour moi. J'ai continué à ramasser du carton, mais maintenant avec un regard différent. J'ai commencé à être attentif à tout. J'ai remarqué que les propriétaires de Carrefour et Leclerc jetaient des tonnes de carton chaque jour. J'ai remarqué que les usines payaient des prix différents, selon la qualité et la quantité. J'ai commencé à poser des questions, à apprendre sur le marché du recyclage. J'ai rencontré d'autres récupérateurs, des personnes bien qui, comme moi, luttaient pour survivre. L'un d'eux, M. Marcel, un homme de 70 ans, m'a raconté qu'il avait un petit espace loué où il gardait le carton pour le vendre en plus grande quantité. Le secret, c'est le volume, Jacques, m'a-t-il dit. Plus tu en rassembles, meilleur est le prix qu'on te paye. J'ai commencé à économiser chaque centime que je pouvais. J'ai arrêté de fumer. J'ai coupé tout ce qui n'était pas essentiel. En 6 mois, j'avais économisé assez pour louer un petit espace, un entrepôt abandonné à Saint-Denis. C'était sale, il y avait des fuites, mais c'était à moi. J'ai commencé à chercher du carton dans des endroits plus grands. J'ai conclu des accords avec des magasins pour récupérer leur matériel et j'ai commencé à vendre en quantité. Les mois sont devenus des années. Mon affaire a grandi lentement, mais sûrement. J'ai embauché d'autres récupérateurs pour m'aider. Je les payais équitablement pour leur travail. J'ai rencontré un jeune homme nommé Charles, qui avait étudié le commerce international à HEC, mais ne trouvait pas d'emploi. Il m'a aidé à mieux organiser les ventes, à négocier avec de plus gros acheteurs. En échange, je lui versais un pourcentage des bénéfices. La 3e année, j'ai pu acheter mon premier camion, un vieux Renault, mais il fonctionnait. Maintenant, je pouvais chercher du carton dans d'autres villes, faire des livraisons plus importantes. L'entreprise a grandi plus rapidement. J'ai loué un entrepôt plus grand, puis un autre. J'ai embauché plus de personnes. J'ai toujours traité tout le monde avec respect, car je savais ce que c'était d'être au fond du trou. Je n'ai plus jamais essayé de parler à Joseph. J'ai changé de portable, changé de numéro. Je voulais effacer ce jour de ma mémoire. Mais la douleur est restée là comme une cicatrice qui brûle de temps en temps. La 5e année, j'ai réussi quelque chose que je n'avais jamais imaginé. J'ai acheté un grand terrain dans la zone industrielle de Gennevilliers. Avec l'aide de Charles et d'un prêt bancaire que j'ai réussi à négocier avec le Crédit Agricole, j'ai construit une usine de carton. Ce n'était plus seulement du recyclage. Maintenant, je produisais de nouvelles boîtes, des produits en carton pour les entreprises. L'usine a grandi rapidement. Les entreprises voulaient travailler avec moi parce que j'offrais un bon prix et de la qualité.
10 ans après ce jour horrible, j'étais propriétaire de la plus grande usine de carton de la région parisienne. J'employais plus de 200 personnes. J'avais des bureaux, des managers, une structure que je n'avais jamais rêvé d'avoir. Moi, Jacques Moreau, qui un jour avait été chassé de la maison de son propre fils pour être un misérable ramasseur de déchets, j'étais maintenant un entrepreneur respecté. J'ai acheté une maison simple mais confortable à Asnières-sur-Seine, rien de trop grand. Je n'avais pas besoin de luxe. J'ai acheté de bons vêtements, je mangeais bien, j'avais retrouvé ma dignité, mais le trou dans ma poitrine, là où devrait être l'amour de mon fils, était toujours là. C'est un jeudi matin que tout a changé à nouveau. J'étais dans mon bureau quand ma secrétaire est entrée précipitamment. « Monsieur Moreau, il y a une équipe de France 2 en bas. Ils veulent faire un reportage sur l'usine, sur la façon dont vous avez tout construit. » J'ai accepté. J'ai raconté mon histoire à la journaliste, depuis l'époque où je ramassais du carton dans les rues jusqu'à la construction de cet empire. J'ai parlé de la faim, des difficultés, mais je n'ai pas mentionné Joseph. Cette partie de l'histoire n'appartenait qu'à moi. Le reportage a été diffusé un vendredi soir au journal de 20 heures, mais il est devenu viral sur Internet. De ramasseur de déchets à propriétaire d'un empire du carton. Découvrez l'histoire de Jacques Moreau. Le titre était partout. Mon téléphone ne cessait de sonner avec des demandes d'interview, des propositions d'affaires, des gens qui voulaient connaître mon histoire. C'est le samedi matin que j'ai remarqué les appels manqués. Beaucoup d'appels manqués. Tous du même numéro. Un numéro que je ne connaissais pas mais qui insistait, qui appelait sans cesse. Il y en avait des dizaines, j'ai vérifié de plus près, il y en avait 350. 350 appels manqués du même numéro. Mon cœur s'est serré. Quelque chose me disait qui c'était. J'ai bloqué le numéro. Le dimanche, il est apparu à la porte de l'usine. Joseph, plus âgé, avec quelques fils blancs dans les cheveux, mais c'était lui. Le gardien m'a appelé, me disant qu'un homme insistait pour me parler, disant qu'il était mon fils. Je suis descendu à l'accueil, je suis resté de l'autre côté de la vitre, le regardant. « Papa », a-t-il dit, et sa voix était différente, chargée de quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « Papa, s'il te plaît, je dois te parler. J'ai vu le reportage à la télé. Je ne savais pas que tu avais réussi tout ça. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Je suis resté silencieux, me contentant de le regarder. « Papa, je sais que j'ai fait une erreur, une grosse erreur. Ce jour-là, j'étais stressé, j'avais des problèmes au travail. Ce n'était rien de personnel. S'il te plaît, nous sommes une famille. J'ai essayé de t'appeler 350 fois. Ce n'était rien de personnel, ai-je répété, ma voix basse mais ferme. Tu m'as traité de misérable. Tu m'as chassé de ta maison alors que je mourais de faim. Tu m'as humilié et maintenant, après 10 ans, tu apparais ici parce que tu as vu à la télévision que j'ai de l'argent? Ce n'est pas pour ça, papa. Je te jure, j'ai toujours pensé à toi. J'ai toujours voulu. Tu as pensé à moi pendant 10 ans et tu ne m'as jamais cherché. C'est drôle que tu n'apparaisses qu'après le reportage à la télé. J'ai respiré profondément. Joseph, ce jour-là, tu as clairement montré ce que j'étais pour toi. Un misérable qui ne méritait même pas de franchir ta porte. Alors tu ne franchiras pas la mienne. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la porte et tu ne la franchiras pas. Papa, s'il te plaît. Je n'ai pas de fils, ai-je dit. Et je me suis retourné pour retourner dans l'usine. Je l'ai entendu crier derrière moi, frapper sur la vitre, mais je n'ai pas regardé en arrière. Le gardien l'a raccompagné jusqu'à la sortie. N'oubliez pas de laisser un j'aime si cette histoire vous touche et commentez d'où vous regardez cette vidéo sur les conseils de Papy. Je suis retourné dans mon bureau et me suis assis dans mon fauteuil. J'ai regardé par la fenêtre, l'usine en fonctionnement, les camions chargeant du carton, tout ce que j'avais construit de mes propres mains. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. J'avais prouvé à moi-même que je valais encore quelque chose, que l'âge, la pauvreté, l'humiliation, rien de tout cela ne définissait qui j'étais. J'étais Jacques Moreau, et j'avais construit un empire à partir des déchets.
à partir de ce que les gens jetaient, comme mon propre fils m'avait jeté. J'ai pris mon portable et j'ai supprimé les 350 appels manqués. J'ai bloqué le numéro définitivement. Joseph a essayé de revenir à d'autres occasions. Il a envoyé des messages par l'intermédiaire d'employés. Il a tout essayé, mais je ne lui ai plus jamais parlé. Certaines portes, une fois fermées, ne doivent plus être ouvertes. Aujourd'hui, à 76 ans, je regarde en arrière et je vois que ce jour terrible dans la maison de mon fils a été, d'une certaine manière, le jour où je suis né à nouveau. La douleur m'a fait trouver une force que je ne savais pas avoir. Elle m'a fait lutter, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour me prouver à moi-même que j'étais encore un homme de valeur. L'argent est venu, le succès est venu, mais ce qui compte vraiment, c'est que j'ai retrouvé ma dignité. Personne ne me l'enlèvera jamais plus. Et si un jour je meurs, je mourrai en sachant que j'ai gagné, que j'ai pris le carton que les gens jetaient et que j'ai construit un empire, que j'ai pris ma vie en morceaux et que je l'ai reconstruite pièce par pièce. Joseph peut avoir ses 350 appels sans réponse. J'ai ma paix. Et entre les deux choses, je préfère garder la paix, parce qu'au bout du compte, nous n'avons pas besoin de ceux qui ne nous ont pas voulu dans notre pire moment. Nous avons besoin de nous-mêmes, de notre force, de notre courage de continuer même quand tout semble perdu. C'est mon histoire, l'histoire d'un vieil homme ramasseur de cartons que le monde a jeté, mais qui a refusé de rester dans les ordures. Et s'il y a une chose que j'ai apprise pendant toutes ces années, c'est que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est capable de construire, même quand elle n'a plus rien. Depuis ce reportage, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Des investisseurs sont venus me voir, souhaitant développer l'entreprise à l'international. J'ai ouvert 2 nouvelles usines, une à Lyon et une autre à Bordeaux. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est la fondation que j'ai créée. La Fondation Nouveau Départ aide les personnes âgées sans emploi à retrouver leur place dans la société. Nous offrons des formations, des microcrédits pour démarrer de petites entreprises et surtout, nous leur redonnons confiance en eux. Je me souviens trop bien de ce sentiment d'inutilité, de cette impression d'être invisible aux yeux de la société. Chaque mois, je me rends dans nos centres pour parler avec ces personnes, pour partager mon expérience. Je leur raconte mon histoire, sans rien cacher. Je vois dans leurs yeux cette étincelle, cette lueur d'espoir qui s'allume quand ils comprennent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Un jour, alors que je visitais notre centre à Paris, une femme s'est approchée de moi. Elle avait environ 60 ans, les cheveux gris, le visage marqué par les épreuves de la vie. « Monsieur Moreau », m'a-t-elle dit, « je voulais vous remercier. J'étais femme de ménage toute ma vie. Quand j'ai perdu mon emploi à 58 ans, j'ai cru que c'était fini pour moi. Votre fondation m'a aidé à démarrer ma propre entreprise de services d'entretien. Aujourd'hui, j'emploie 5 personnes, toutes de plus de 50 ans. Ces moments-là valent plus que tous les millions que j'ai pu gagner. Ils me rappellent pourquoi je continue à me lever chaque matin, pourquoi je n'ai pas pris ma retraite malgré mon âge. Si cette histoire vous inspire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager la vidéo. Commentez d'où vous regardez les conseils de Papy. Joseph a continué à essayer de me contacter. Il a même commencé à venir aux événements de ma fondation, faisant des dons importants, espérant sans doute attirer mon attention. Il a envoyé des lettres à mon bureau, expliquant qu'il regrettait, qu'il était fier de moi, qu'il voulait faire partie de ma vie à nouveau. Je n'ai jamais répondu. Peut-être suis-je trop dur, peut-être devrais-je pardonner. Mais certaines blessures sont trop profondes. Ce n'est pas une question de rancune ou de vengeance, c'est une question de respect de soi-même, de comprendre que nous méritons mieux que d'être traités comme des moins que rien, même par notre propre famille. Un soir, alors que je quittais l'usine, j'ai trouvé une enveloppe sur le pare-brise de ma voiture. À l'intérieur, il y avait une vieille photo de Joseph, enfant, et moi. Nous étions à la plage de Deauville. Je le tenais sur mes épaules, et nous rions tous les deux. Au dos de la photo, il avait écrit « Je me souviens de ce jour-là, j'étais heureux, nous étions heureux.
Je l'ai regardée longtemps, cette photo. Je me souvenais de ce jour aussi. C'était avant que la vie ne devienne compliquée, avant les difficultés financières, avant la maladie de sa mère, avant la colère et la rancœur. J'ai rangé la photo dans ma poche et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à ma vie, à tout le chemin parcouru. J'ai pensé à ma femme, Elisabeth, qui aurait été fière de ce que j'avais accompli, mais qui aurait aussi été triste de voir son mari et son fils séparés. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Charles, mon bras droit, et je lui ai dit que je prenais la journée. J'ai conduit jusqu'à Neuilly-sur-Seine, jusqu'à la maison de Joseph. J'ai garé ma voiture, une simple Peugeot. Je n'ai jamais aimé les voitures de luxe, et je suis resté là, regardant la maison. Après un moment, j'ai appuyé sur la sonnette. Cette fois, c'est Joseph lui-même qui a ouvert la porte. Il est resté immobile, me regardant comme s'il voyait un fantôme. « Papa » a-t-il dit, sa voix tremblante. « J'ai reçu ta photo » ai-je dit simplement. Il m'a invité à entrer. Cette fois, j'ai franchi la porte. Nous avons parlé pendant des heures, assis dans son salon. Il m'a raconté sa vie des 10 dernières années, son divorce, ses problèmes au travail, sa dépression. Il ne cherchait pas d'excuses pour son comportement, juste à m'expliquer qui il était devenu. Je lui ai parlé de mon parcours, de la façon dont sa rejection m'avait poussé à me dépasser. Comment, d'une certaine manière, sa cruauté avait été le catalyseur de ma renaissance. À la fin de la journée, nous n'étions pas réconciliés, pas complètement. Les cicatrices étaient trop profondes pour disparaître en une seule conversation, mais nous avions fait un premier pas. Aujourd'hui, Joseph travaille à la Fondation. Il dirige le programme de mentorat, aidant les jeunes entrepreneurs à développer leurs idées. Nous déjeunons ensemble chaque semaine. Parfois, nous parlons de l'entreprise, parfois de la Fondation, parfois de rien du tout. Nous apprenons à nous connaître à nouveau comme deux adultes, avec nos forces et nos faiblesses. Je ne sais pas si je lui ai vraiment pardonné. Je ne sais pas s'il a vraiment compris la profondeur de la blessure qu'il m'a infligée ce jour-là. Mais j'ai appris que parfois, le pardon n'est pas tant pour l'autre que pour soi-même. C'est une façon de se libérer du poids de la colère, de la rancœur. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à Les Conseils de Papy. Commentez d'où vous regardez. La Fondation Nouveau Départ est devenue bien plus qu'une simple organisation caritative. Elle est devenue un mouvement, un symbole d'espoir pour des milliers de personnes en France. Nous avons ouvert des antennes dans toutes les grandes villes, Marseille, Lille, Strasbourg, Toulouse. Chaque centre a sa propre spécialité, adaptée aux besoins locaux et aux industries régionales. À Bordeaux, nous formons des artisans du recyclage, transformant des matériaux usagés en objets d'art ou en meubles design qui se vendent dans les boutiques les plus chics de Paris. À Lille, nous nous concentrons sur la logistique et le transport, des secteurs qui embauchent encore des seniors pour leur expérience et leur fiabilité. À Strasbourg, nous avons créé un programme d'échange franco-allemand, permettant à nos seniors de partager leur savoir-faire avec nos voisins européens. J'ai été invité à l'Élysée l'année dernière. Le président m'a remis la Légion d'honneur pour mon travail. Je me suis tenu là, moi, Jacques Moreau, ancien ramasseur de cartons dans les rues de Paris, recevant la plus haute distinction de mon pays. J'ai pensé à tous ceux qui m'avaient aidé sur ce chemin, à Charles, à Marcel, à tous ces hommes et femmes qui avaient cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Dans mon discours, j'ai parlé de l'agisme, de cette discrimination silencieuse qui pousse tant de personnes âgées vers la précarité. J'ai parlé de la richesse que représente l'expérience, de ce gaspillage insensé de talent et de connaissances que notre société moderne semble prête à jeter aux ordures, comme ces cartons que je ramassais il y a des années. La valeur d'une personne ne diminue pas avec l'âge, ai-je dit. Elle se transforme, elle mûrit comme un bon vin. Nous avons besoin de cette sagesse, de cette expérience, aujourd'hui plus que jamais. Les mots ont résonné dans la grande salle, et j'ai vu dans les yeux des personnes présentes que mon message touchait quelque chose de profond. Que peut-être,
Juste peut-être, je contribuais à changer les mentalités. Après la cérémonie, plusieurs grands patrons sont venus me voir, souhaitant collaborer avec la fondation. Des portes s'ouvraient, des opportunités se créaient. C'était une victoire, non pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que la société avait mis de côté. N'oubliez pas, chers spectateurs, de laisser un j'aime et de commenter d'où vous regardez. Chaque interaction aide la chaîne Les Conseils de Papy à grandir. Il y a 6 mois, j'ai reçu un appel étrange. C'était une femme qui se présentait comme l'assistante personnelle de Jean Dumont, le PDG de Carton Industries, l'un des plus grands concurrents de mon entreprise. Monsieur Dumont souhaitait me rencontrer en privé pour discuter d'une affaire importante. J'ai accepté, curieux de savoir ce que cet homme, connu pour son agressivité dans les affaires, pouvait bien me vouloir. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant discret du 16e arrondissement. Jean Dumont était un homme imposant, dans la soixantaine, impeccablement habillé, le genre d'homme qui inspire le respect dès qu'il entre dans une pièce. Il est allé droit au but. « Monsieur Moreau, je vais prendre ma retraite. Je cherche quelqu'un pour reprendre mon entreprise. Je veux que ce soit vous. » J'ai été surpris, pour ne pas dire choqué. Carton Industries était 3 fois plus grande que ma propre entreprise. Une multinationale avec des usines dans toute l'Europe. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé. Il a souri. « Parce que vous comprenez ce métier mieux que quiconque. Vous n'êtes pas juste un homme d'affaires. Vous avez commencé par le bas. Vous connaissez chaque aspect de cette industrie, du ramassage jusqu'à la production. Et surtout, vous avez des valeurs. Vous ne traitez pas vos employés comme des numéros. C'est rare et c'est précieux. » Il m'a expliqué qu'il n'avait pas d'enfant, pas d'héritier direct. Il ne voulait pas vendre à un fonds d'investissement qui démantèlerait son entreprise pour en maximiser les profits à court terme. Il voulait que son héritage perdure, que les emplois soient préservés. « Je vous vendrai à un prix juste », a-t-il dit. Pas une affaire, mais un prix qui reconnaît la valeur réelle de l'entreprise. J'ai demandé du temps pour réfléchir. C'était une décision énorme. J'ai consulté Charles, mes avocats, mes comptables. Les chiffres étaient bons, l'entreprise saine. C'était une opportunité unique. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers. Jacques Moreau, ancien ramasseur de carton, devenait le PDG de la plus grande entreprise de carton d'Europe. La boucle était bouclée. Si vous êtes toujours avec moi dans cette histoire, laissez un j'aime et commentez d'où vous regardez cette vidéo. Cela aide beaucoup la chaîne Les Conseils de Papy. La fusion de nos 2 entreprises a été un défi. 2 cultures différentes, 2 façons de travailler. Il y a eu des résistances, des tensions. Certains cadres de Carton Industries n'appréciaient pas d'être dirigés par un homme qui avait commencé comme ramasseur de déchets. Mais j'ai tenu bon, j'ai écouté, j'ai appris, j'ai adapté certaines de mes méthodes tout en restant fidèle à mes valeurs fondamentales. J'ai augmenté les salaires des travailleurs de première ligne. J'ai instauré un programme de promotion interne. J'ai partagé une partie des bénéfices avec tous les employés. Les résultats ne se sont pas fait attendre. La productivité a augmenté, le turnover a diminué. Les clients étaient plus satisfaits. Les bénéfices ont grimpé. Un jour, alors que je visitais une de nos usines en Normandie, un vieil ouvrier s'est approché de moi. Il avait l'âge de la retraite, mais continuait à travailler. « Monsieur Moreau, m'a-t-il dit, je travaillais déjà ici quand Monsieur Dumont a repris l'entreprise de son père, il y a 40 ans. J'ai vu beaucoup de changements, mais jamais comme ceux que vous avez apportés. Pour la première fois de ma carrière, je me sens respecté, valorisé. Merci. » Ces mots valaient plus que tous les rapports financiers, tous les bilans positifs. Ils confirmaient que j'étais sur la bonne voie. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation inattendue. La mairie de Paris organisait une cérémonie pour nommer une place du 19e arrondissement, le quartier où j'avais commencé à ramasser du carton. Place du nouveau départ, en mon honneur. J'ai hésité à accepter. Je n'ai jamais cherché la reconnaissance ou les honneurs. Mais Charles m'a convaincu que ce n'était pas pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, avaient été mis de côté et avaient trouvé la force de recommencer. La cérémonie était simple.
Le maire, quelques adjoints, des journalistes. Mais ce qui m'a touché, c'est la présence de dizaines de personnes âgées, des hommes et des femmes qui avaient bénéficié des programmes de la Fondation. Ils étaient venus me remercier, me dire que mon histoire leur avait donné espoir. Alors que je me tenais là, devant cette plaque qui porterait désormais mon nom, j'ai pensé à ce long chemin parcouru. De ce jour terrible, où mon fils m'avait chassé de chez lui, à ce moment de reconnaissance publique. La vie est étrange, imprévisible, parfois cruelle, mais aussi capable de surprises merveilleuses. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de commenter d'où vous regardez. Votre soutien fait toute la différence pour la chaîne Les Conseils de Papy. Joseph était là aussi, à la cérémonie. Discrètement, au fond de la foule. Il n'a rien dit. Il n'est pas venu me parler. Mais nos regards se sont croisés, et pour la première fois depuis ce jour terrible, il n'y avait pas de colère entre nous, pas d'amertume. Juste une reconnaissance silencieuse de notre histoire commune, de nos erreurs, de notre cheminement. Le soir même, il m'a envoyé un message, simple, direct. « Je suis fier de toi, papa. » Je n'ai pas répondu. Certains silences sont plus éloquents que les mots. Mais j'ai gardé ce message, comme j'avais gardé la photo. Des petits fragments d'une relation brisée, peut-être impossible à réparer complètement, mais qui évoluaient, se transformaient avec le temps. Demain, je fêterai mes 77 ans. Charles et l'équipe de la Fondation m'ont préparé une surprise, je le sais. Ils ne sont pas très discrets. Je ferai semblant d'être surpris, bien sûr, c'est le jeu. Mais ce qui me touche, c'est de savoir que j'ai créé autour de moi une nouvelle famille, une communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs, la même vision. Je me demande souvent combien de temps il me reste. À mon âge, chaque année est un cadeau. Mais je n'ai pas peur de la mort. J'ai vécu une vie pleine, riche d'expériences, de défis, de chutes et de remontées. J'ai connu la misère et le succès, la trahison et la fidélité, la solitude et l'amour. Si je devais partir demain, je partirais avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui dépasse ma simple existence, d'avoir créé des entreprises qui fournissent du travail à des milliers de personnes, une fondation qui donne de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus, et peut-être, juste peut-être, d'avoir changé un peu la façon dont notre société regarde ses aînés. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de commenter d'où vous regardez. Abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour ne manquer aucune vidéo. Il y a une semaine, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Joseph avait eu un accident de voiture, rien de grave, quelques côtes cassées, une commotion cérébrale, mais il demandait à me voir. Je me suis rendu à l'hôpital, le cœur battant. C'était étrange de le voir ainsi, vulnérable, allongé dans ce lit blanc. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti cette émotion paternelle, ce besoin de protéger son enfant, même quand cet enfant est un homme de 56 ans. « Merci d'être venu », a-t-il dit. « Comment te sens-tu » ai-je demandé, maladroit. « J'ai connu mieux. Les médecins disent que j'ai eu de la chance. » Un silence inconfortable s'est installé entre nous, tant de choses à dire, et pourtant les mots semblaient insuffisants, inadéquats. « Papa !» a-t-il finalement dit, « je ne sais pas par où commencer. Je voulais te dire que je suis désolé, pas juste pour ce jour-là, mais pour toutes ces années. J'étais en colère, j'étais stupide, je n'ai pas compris, je n'ai pas voulu comprendre. Joseph, ce n'est pas... » Laisse-moi finir, s'il te plaît, c'est important. J'ai passé ces dernières années à essayer de me racheter à travers la Fondation, à travers tout ce que je pouvais, mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire en face. Il a fallu que je me retrouve dans ce lit d'hôpital pour comprendre que la vie est trop courte pour les non-dits, les rancunes. J'ai pris sa main, cette main d'homme qui avait été autrefois une petite main d'enfant que je tenais en traversant la rue. « Je ne te demande pas de me pardonner, » a-t-il continué. « Je ne sais pas si c'est possible, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que tu as traversé, je comprends la force qu'il t'a fallu pour survivre, pour réussir.
et je suis vraiment, vraiment fier d'être ton fils. Les larmes me sont montées aux yeux, des larmes que j'avais retenues pendant tant d'années. Je ne sais pas si c'est le pardon, si une telle chose est possible pour une blessure aussi profonde. Mais c'était un nouveau départ, une chance de reconstruire quelque chose de différent, peut-être quelque chose de meilleur. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de commenter d'où vous regardez. Votre soutien est précieux pour les conseils de papy. Aujourd'hui, alors que je vous parle, je repense à ce long chemin parcouru. À ce vieil homme qui poussait son chariot rempli de cartons dans les rues de Paris, qui a frappé à la porte de son fils, désespéré, affamé. Je pense à la douleur du rejet, à la honte, à la colère. Je pense à la détermination qui est née ce jour-là, à cette étincelle qui s'est allumée en moi. Si vous traversez une période difficile, si vous vous sentez rejeté, abandonné, si vous avez l'impression que le monde entier vous a tourné le dos, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous que ce n'est pas la chute qui définit qui nous sommes, mais la façon dont nous nous relevons. Souvenez-vous que l'âge n'est pas un obstacle, que la pauvreté n'est pas une fatalité, que l'humiliation n'est pas une condamnation. Souvenez-vous que chaque jour est une nouvelle chance, une opportunité de recommencer, de se réinventer. Je ne suis pas un homme extraordinaire. Je n'ai pas de talent particulier, pas de génie inné pour les affaires. Je suis juste un homme ordinaire qui a refusé d'abandonner, qui a refusé de croire que sa vie était finie à 66 ans, qui a refusé d'accepter le verdict des autres sur sa valeur. Et si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Quelle que soit votre situation actuelle, quel que soit votre âge, quelles que soient vos difficultés, vous avez en vous cette même force, cette même capacité à vous relever, à recommencer, à construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien. La vie nous met à l'épreuve, souvent durement, injustement. Elle nous confronte à nos propres limites, à nos peurs, à nos faiblesses. Mais elle nous offre aussi, toujours, une chance de nous dépasser, de nous transformer, de grandir. C'est ce que j'ai appris au cours de mon long voyage. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé un peu de mon histoire. J'espère qu'elle vous inspirera, qu'elle vous donnera la force de continuer, même quand tout semble perdu. Et souvenez-vous toujours, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus capable que vous ne le croyez. Et votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de vous, mais de ce que vous savez être vrai en vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les conseils de papy. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter d'où vous regardez et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.